Bonjour à toutes et tous. Ce que je vous propose, après ces propos introductifs, c'est d'essayer de prendre un peu la mesure de la dimension un peu abyssale qu'il y a derrière la question du vieillissement, si on le regarde au travers du prisme éthique, politique et international. Je crois je le redirai probablement, on est, me semble-t-il, dans une forme de déni collectif du vieillissement de notre société au sens général. Et ce déni nous gêne un tout petit peu à imaginer l'avenir. Donc on va essayer... alors on est dans une réflexion de nature éthique, hein, donc ne vous attendez pas à ce que je vous donne des réponses. La seule chose qu'on sait faire en éthique, c'est de soulever les questions, voire d'embarrasser. Et donc, probablement, je terminerai mon propos si j'en ai le temps, mais tu me fais signe s'il y a par quelques pistes comme ça qui me viennent à l'esprit sur la nécessité de penser une organisation de l'avenir qui soit toujours respectueuse des personnes, mais peut-être la discussion que nous aurons après permettra d'enrichir tout cela. Je voulais vous dire que nous sommes confrontés à une double problématique au plan national et international. C'est celle de l'augmentation de la longévité, qu'on appelle un peu vite le vieillissement, et qui croise une autre problématique qui est celle de la baisse de la natalité. Et c'est la conjonction de ces deux dynamiques qui impose de penser l'avenir différemment de ce que nous avons pensé l'avenir dans le passé. Alors j'insiste, et je ne vais peut-être pas vous donner des chiffres et des chiffres, parce que je pourrais peut-être vous donner des documents si vous le souhaitez, mais globalement, avec le développement de la santé publique, les progrès évidents de la médecine, les avancées techniques et scientifiques de la médecine, on a assisté à quelque chose d'inédit dans l'histoire depuis un siècle ou deux, et particulièrement depuis les années 40, 50, la découverte des antibiotiques, c'est une augmentation inédite de l'espérance de vie. Les chiffres sont parlants, mais je ne vais pas vous gaver de ces chiffres. On a eu une augmentation sans précédent de l'espérance de vie. On avait, par exemple, je vous donne un chiffre, les centenaires. Il y en avait une centaine, des centenaires, en 1945. Il y en a 30 000 aujourd'hui en France. 30 000 centenaires. Vous voyez un peu, c'est pour vous donner un peu cette idée d'une évolution dans notre... Alors, ceci dit, j'allais dire qu'il n'y a eu qu'une Jeanne Calment. Malgré les progrès, avec les progrès de la médecine, on ne peut pas vivre plus vieux que l'âge qu'a atteint Jeanne Calment. Mais on est de plus en plus nombreux à atteindre cet âge avancé. C'est ça qu'on appelle l'augmentation de la longévité. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps, en bonne santé en plus. Ce qui a été marquant cette dernière décennie, c'est l'augmentation de l'espérance de vie à 65 ans. C'est-à-dire qu'on a encore de l'espoir de ne pas être trop handicapé du fait des pathologies, de l'âge, à 65 ans. Mais alors, il se trouve que je travaille encore comme chercheur associé à l'INED, l'Institut national des études démographiques, et les démographes m'ont beaucoup appris, c'est une discipline que je ne connaissais absolument pas, et j'avoue que je suis assez estomaqué de voir la façon dont ils peuvent nous apporter beaucoup de choses, mais c'est vrai pour toutes les disciplines. Si on se mettait à plusieurs à regarder ces questions du vieillissement, les questions éthiques en général, on serait un peu moins bête, me semble-t-il. Mais ça, c'est une question plus large. En tout cas, il est évident qu'aujourd'hui, nous atteignons une espèce de palier dans l'augmentation de l'espérance de vie. Il y a eu une forte poussée de l'augmentation de l'espérance de vie depuis les années de l'après-guerre. Il y a eu une très forte poussée de l'espérance de vie au-delà de 65 ans jusqu'à une dizaine d'années. Alors, il y a eu la Covid, les grippes hivernales, il y a eu des épisodes qui font chuter l'espérance de vie de façon importante. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à mesure qu'on participe à la possibilité de bien vieillir, j'aime pas ce terme-là, alors je le dis une fois, puis je ne le redirai plus, parce que ça laisse à penser qu'on pourrait mal vieillir. Mais en tout cas, vieillir sans pathologie, sans trop de handicap,
Il y a quelque chose qui accompagne cela, qui est un corollaire de ce progrès-là, qui est lié lui aussi aux avancées techniques, scientifiques, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la santé publique, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vivre de plus en plus longtemps avec, non pas une, mais des maladies, c'est tout le champ de la gériatrie, avec une ou des maladies, c'est donc le champ de la gériatrie, mais c'est aussi le champ de la iatrogénie, si on peut dire les choses comme ça. Voilà, des espaces nouveaux. Moi qui ai été, il y a très très longtemps, un interniste, comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avions pas ces problèmes autant que nous les avons aujourd'hui. Plusieurs pathologies synchrones associées à une altération de l'indépendance fonctionnelle, souvent, voire à une altération de la capacité à décider pour soi, l'altération de son autonomie de décision. On fabrique donc, si je peux le dire de cette façon-là, des situations complexes. On fabrique des situations complexes, en particulier, mais pas uniquement, autour de la question du vieillissement. Et pour ne rester que dans le système de santé, notre système de santé n'a pas été pensé pour ce qu'il contribue à générer. Autant dire qu'il n'accompagne pas forcément très bien ce dont il est à l'origine, en quelque sorte. Il s'agit d'avoir cette notion de responsabilité sociale et pas de culpabilité, sans vouloir faire référence à Georgina Difoy autour du sang contaminé, mais il y a une responsabilité sociale du système de santé à accompagner les situations de vulnérabilité. De la même manière qu'il y a une responsabilité de notre société à maintenir les personnes âgées, toutes personnes âgées confondues, et pas uniquement celles qui ont un vieillissement réussi. C'est le devoir de notre société que d'accompagner toutes les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. J'insiste parce que aujourd'hui, quand vous travaillez par exemple avec le CEPIDC, qui est une unité INSERM qui analyse le chiffre des suicides, on est en France impressionné par le taux de suicide des personnes âgées. La France, je crois, est le premier ou le second pays d'Europe en termes de taux de suicide des personnes âgées. Et dans les travaux qui sont menés depuis quelques années avec l'Observatoire régional du suicide, on voit bien qu'un des pics du suicide se situe au moment de la perte de l'indépendance fonctionnelle ou de la perte d'autonomie, et souvent corrélé à la décision de devoir quitter un lieu qui fait sens pour les personnes, le lieu de vie choisi par les personnes, et d'aller en EHPAD. Il y a des enjeux qui renvoient donc à ce devoir de respect des personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est âgée, qui se trouve dans une situation de vulnérabilité ou de fragilité, on emploie ce terme qui est aujourd'hui scientifiquement étayé en gériatrie, mais une personne qui se trouve dans cette situation-là vit souvent dans notre société comme si elle était un peu déclassée. Elle a le sentiment d'être une charge, d'être un poids, d'être inutile. Tout cela pour vous dire, alors on a appelé ça, dans des travaux que j'avais pu coordonner avec l'Observatoire national de la fin de vie, le sentiment d'indignité que peuvent éprouver des personnes âgées, souvent, pas uniquement, toutes les personnes avec les chronicisations des pathologies peuvent avoir ce même sentiment. C'est donc le regard que notre société porte sur ces personnes qui les fait se penser n'étant plus des personnes. Il y a une forme de réification de la personne âgée qui pose problème, au point qu'on dit que la vieillesse est parfois un problème. On entend cette expression. Tout cela pour vous dire que, aussi bien que du point de vue de l'organisation de notre système de santé que de notre société, il faut que nous regardions cette réalité démographique, j'allais dire épidémiologique, littéralement. Le vieillissement n'est pas une épidémie, mais on pourrait le regarder un petit peu de cette manière-là, et que nous anticipions ce que nous savons, si nous voulons bien y réfléchir, devoir advenir. Parce que les conséquences du vieillissement, couplées aux conséquences de la baisse de la natalité, vont, si nous n'y prenons pas garde, si nous n'anticipons pas la réflexion, vont poser d'énormes problèmes à nos sociétés. Bien sûr, la médecine va continuer à progresser,
la science va continuer à avancer, on va retarder, à repousser l'échéance de l'existence. Je discutais avec un collègue du CCNE il y a quelque temps qui est un spécialiste des xénogreffes, transplantation d'un greffon où le donneur est d'une espèce biologique différente. Je travaille encore en lien avec un laboratoire de neurosciences. On voit des domaines de progrès. Il ne s'agit pas dans mon discours d'être anti-progrès, c'est même l'inverse. C'est de penser l'éthique du progrès. Le progrès ne consiste pas en médecine simplement pour prolonger la vie des personnes. Si en médecine, nous faisons du seul fait que nous savons faire, et si faire, ça contribue à faire souffrir, dans une société qui n'est pas assez inclusive, pouvons-nous parler de progrès? C'est un petit peu toutes ces questions qui vont devoir s'inviter, M. Palombi le laissait entendre, en quelque sorte, dans le fonctionnement même de la médecine aujourd'hui. Donc, bien sûr que la médecine va continuer à avoir une dimension scientifique. Je pense que la santé publique, qui est un peu déficiente en France, si on regarde par exemple toute la question de l'insuffisance en matière de prévention, je pense que la santé publique va retrouver une place importante et on va donc augmenter encore la bonne santé des personnes. Mais n'oublions pas qu'il y a une espèce d'entropie du système dans nos sociétés et dans nos systèmes de santé, c'est que nous contribuons, bien sûr, via une médecine performante à guérir, mais nous contribuons à générer des situations de vulnérabilité liées à la santé. Et je pense que ne pas avoir de conscience de cela aujourd'hui nous conduit, à mon avis, à prendre en pleine poire, si je peux dire les choses comme ça, des problèmes, difficultés d'adaptation de notre société à cette question de la vulnérabilisation et du vieillissement. Pour ce qui est de la médecine, c'est évident qu'à mon avis, alors il se trouve que, j'en ai discuté avec certains de mes collègues, on est en train de structurer un institut hospitalo-universitaire des situations de vulnérabilité liées à la santé, parce que ça devient un problème sur un plan épidémiologique majeur. On fabrique via la chronicisation, via la possibilité de vivre avec une maladie qui ne guérira pas. Nouveau paradigme tout cela. On est en train de fabriquer des situations de vulnérabilité en masse. Et on voit bien à la fois que notre système de santé n'accompagne pas ce qu'il contribue à générer et que notre société a tendance plutôt à ostraciser des personnes dans le milieu du travail, dans leur vie personnelle, etc. autour de tout cela. Il faut donc y travailler, y réfléchir, adapter le système de santé, tout en conservant le socle social sur lequel a été construit notre système de santé. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, si maintenant je m'évade un petit peu sur un plan plus méta, on voit bien qu'entre l'augmentation de la longévité, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de personnes qui atteignent des âges avancés, et la baisse de natalité, on va voir très vite, dans les décennies qui viennent, au plan français, mais au plan international, ce dont je vous parle touche l'ensemble, y compris des pays, y compris l'Afrique, qui a été marqué par un taux de natalité extraordinairement élevé, mais un taux de mortalité lui aussi extrêmement élevé, et de mortalité infantile extrêmement élevé. Il y a un vieillissement qui s'opère, une baisse de la natalité aussi dans les pays africains. Donc c'est une question internationale. Nous allons être confrontés à, je pense, une baisse de la population assez rapidement. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un problème d'avoir une baisse de la population mondiale. C'est même peut-être une chance, puisque nous n'étions que dans une dimension de l'augmentation de la population mondiale et que nous commencions à nous poser la question. Vous vous rappelez de Malthus au XIXe siècle, qui parlait des enjeux de la surpopulation. Aujourd'hui, les enjeux, c'est l'anti-malthusianisme, c'est les enjeux de la sous-population. Les enjeux de la surpopulation qu'on craignait, ils sont en train de s'estomper. C'est heureux, parce qu'on n'était pas loin d'atteindre les limites de la possibilité pour notre planète de nourrir le monde. Et quand je dis cela, c'est un propos très généraliste. Vous savez l'augmentation du taux des famines dans notre monde. Il y a des pays qui
qui sont bien gras, et il y a des pays qui sont bien maigres, si je peux dire les choses comme ça. Donc cette question de la baisse de la population n'est pas un problème, en tout cas à moyen ou à un peu plus long terme, c'est peut-être même une opportunité. Mais l'augmentation de la population âgée au niveau international, couplée à la baisse de la natalité au plan international, peut être une vraie difficulté. La baisse de la natalité, en 2 mots, ce n'est pas le sujet, mais je crois que c'est tellement corrélé qu'il faut quand même en parler. Et d'ailleurs, un des derniers avis du CCNE porte sur cette question de la baisse de la natalité. Les travaux que nous avons menés sont très intéressants. Alors même que la médecine et la science continuent à progresser dans la possibilité de résoudre les questions d'infertilité, il y a une baisse de la natalité. C'est une baisse de la natalité qui est volontaire. Au plan international, il y a une volonté qui se manifeste de façon à peu près assurée pour les démographes aujourd'hui, le choix de diminuer la possibilité d'avoir des enfants. Ça n'est pas du tout en rapport avec la médecine, ce qui se passe. Donc les questions qui se posent au plan éthique, si je regarde la question des personnes âgées, ça va être le respect, les questions majeures qui vont se poser dans les décennies qui viennent, ça va être le respect de ces personnes et le respect de leur autonomie et le devoir de solidarité vis-à-vis de ces personnes. En 2 mots, être vieux, c'est moins perdre, parce qu'on associe souvent le vieillissement à des pertes. C'est moins perdre que ralentir. On met plus de temps à faire ce que l'on peut faire, pour finir si on nous laisse le temps de le faire. Autre problème, le rapport au temps. Le rapport au temps dans nos sociétés, aussi bien Chronos que Kairos. Si ce que je vous dis vous semble obscon, je vous propose de regarder un peu ce qui se passe dans les services d'urgence vis-à-vis des personnes âgées. Vous avez une personne âgée ou très âgée qui arrive aux urgences surchargée. Cette personne, on lui demande ce qu'elle a. Le temps qu'elle réponde, on est passé à une autre personne. Parce que le temps que met une personne pour répondre de façon juste à la question qu'on lui pose ne croise pas le temps dont dispose le soignant. Je ne sais pas si ce que je vous dis est clair. On aboutit à quelque chose qui, démultiplié, est une forme de maltraitance institutionnelle dans nos institutions. Donc être vieux, ça nécessite d'être respecté. Tous les travaux en neurosciences montrent que le vieillissement non pathologique est vraiment plus un ralentissement qu'une perte. L'encodage se fait plus lentement ou difficilement, mais il se fait. Moi, je commence à le voir à mon âge. Des fois, je mets plus de temps qu'avant. C'est normal. Je le vois quand je conduis mon automobile, je le vois quand je dois interagir avec d'autres personnes. Mais si on me laisse le temps, des fois, je trouve que j'interagis même mieux qu'avant. Même mieux que quand on dit que j'étais jeune. Parce que je me demande si je ne le suis pas jeune, finalement. Dans ma capacité à mobiliser une expérience pour pouvoir répondre, si on me laisse le temps de mobiliser tout cela, avec beaucoup de justesse et de justice. Donc vous voyez bien qu'il va falloir réorganiser les temps, et autour des temps, les organisations, pour pouvoir permettre ce respect. Respect qui reste quelque chose d'extrêmement important dans une société. Quand je parle de respect, je parle de solidarité. C'est une valeur cardinale dans le domaine de l'éthique, la solidarité. Une société qui oublierait de développer des formes de solidarité vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité est une société qui s'oublierait elle-même. C'est probablement parce que l'homme dans l'espèce animale est celui qui a su faire société et a su être doué, paraît-il, d'une forme d'intelligence. C'est probablement parce qu'il est doué d'une forme d'intelligence qu'il a développé une forme de solidarité qui fait société. Et ce n'est pas par altruisme que nous sommes solidaires, c'est même peut-être un peu en pensant que nous allons avoir besoin d'autrui un jour ou un autre. Et donc être solidaire, c'est le ciment d'une société. Si nous oublions que cette réalité-là, nous risquons d'aller vers une dimension très compliquée pour laisser un espace qui donnerait du sens à l'existence
de ce qu'être vieux peut vouloir dire dans une société qui n'aimerait pas les vieux. Qui n'aimerait pas les vieux, mais qui n'aimerait pas les gens qui sont longs, sont lents, ne rentrent pas dans la norme sociale. Qui a ceci de particulier, cette norme sociale, c'est qu'elle n'est pas officielle et elle n'est pas, heureusement, elle n'est pas écrite dans la Constitution. La norme est quelque chose d'assez dangereux, me semble-t-il, autour de tout cela, mais la norme sociale implicite aujourd'hui, c'est plutôt quand même d'être jeune, d'être performant, voire d'être rentable. Donc autant vous dire qu'on est aux antipodes de ce dont nous sommes en train de parler. Et il y a, de mon point de vue, compte tenu de l'augmentation des personnes âgées, compte tenu de la réduction probable du ratio personnes âgées, personnes jeunes, personnes actives ou personnes retraitées, j'allais dire passives. Non, pas passive. Justement, c'est une des réponses à penser, c'est-à-dire comment on peut utiliser les personnes âgées. Il y a probablement à repenser des nouvelles formes de solidarité. Ça m'apparaît être une nécessité absolue. Et si je vais plus loin sur un plan plus politique qu'éthique, les deux dimensions éthiques et politiques étant très liées sur ce sujet-là, je me dis que la réflexion dans laquelle nous entrons est une réflexion très disruptive dans une société très mondialisée, très marquée par le libéralisme, entre guillemets, très marquée par les enjeux de croissance économique, alors même que nous parlons là du vieillissement, du ralentissement, de la baisse de la productivité, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est bien de cela qu'il va falloir parler, non pas au niveau d'un pays, ça n'est pas possible, compte tenu de la concurrence entre les pays, mais au niveau mondial. Ça tombe bien, le vieillissement est mondial. J'allais dire, nous avons une chance, puisque, je le répète, nous sommes censés être dotés d'intelligence, de parler et de penser et d'anticiper ce qu'il va falloir réorganiser pour éviter des ruptures dans une société qui serait une forme d'ostracisation de toutes sortes de situations qui sortent de la norme. Donc, à mon avis, nous avons cette chance, mais la saisissons-nous, cette chance. Je voudrais prendre l'exemple de la loi autonomie, accompagnement du vieillissement, qui a donné lieu à une petite loi l'année dernière, mais ce grand problème du vieillissement, dont chaque président de la République dit qu'il va en faire son affaire, est repoussé. Je comprends, hein, c'est pas un problème simple, hein, c'est un problème qui vient remettre en question nos rapports entre individus, les rapports entre nos pays, qui vient bousculer nos références économiques très généralisées aujourd'hui autour de la mondialisation. Mais nous savons, sauf à être aveugles, c'est ce qu'on appelle le déni, nous savons, sauf à être aveugles, que nous allons au-devant des questions que j'essaie de soulever devant vous. Donc je ne sais pas, pour conclure, mais comme je vous le disais en introduisant, je ne sais pas à quoi répondre à toutes les questions que je soulève. Je dis simplement que c'est sacrément important de les soulever, les questions. Et d'ailleurs, dans les pistes qu'il faudrait pouvoir ouvrir, j'ai eu l'occasion d'en parler au titre du CCNE au président de l'Assemblée, à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, à la présidence de la République, en disant mais s'il y a un enjeu de débat citoyen, alors je ne sais pas si c'est une convention citoyenne ou si c'est un débat plus large, à mon avis, ce serait bien que ce soit un débat très très large, il serait très important que nos sociétés s'emparent de ce problème qui va les surprendre si elles ne se réveillent pas. Parce que les réponses n'existent pas dans le moule et dans le modèle que nous avons fait. Donc c'est en discutant, on l'a vu sur les débats sur la fin de vie, vous évoquiez ce sujet-là, combien le débat est fécond. Moi, j'étais impressionné, par exemple, dans la Convention citoyenne, de m'apercevoir, une fois de plus, que on ne doit pas prendre les citoyens lambda pour des gens qui ne peuvent pas penser. Il suffit de leur donner à penser. Et ils se mettent à penser, et à penser différemment de ce que nous pensons, nous qui croyions être des spécialistes de la question. Donc cette question-là mérite débat, méritera débat, et il faudra s'appuyer sur l'expérience de ce que être vieux veut dire. Il faudra donner la parole aux personnes concernées,
Et il faudra trouver des perspectives. Une possibilité qui aurait été donnée de débattre, c'était le débat sur la retraite. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que je pense que dans les... Mais ça aurait été une possibilité d'entrer dans cette question-là, à mon avis. Mais regardez comment on l'a évité, dans tout l'échiquier politique. Hein. Je suis très écuménique dans mon approche autour de cette question-là, c'est que nous avons tous cette propension à éviter de regarder en face ce que nous savons pourtant devoir arriver. Je me permets d'insister, parce que dans les pistes, il faut s'appuyer sur ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que grâce aux avancées de la médecine et de la science, on permet à un nombre de plus en plus important de personnes de vivre de plus en plus longtemps en bonne santé, sans handicap, sans pathologie. Il va donc falloir pouvoir s'appuyer sur cette population que les progrès ont contribué à générer, pour pouvoir engendrer des nouvelles formes de solidarité. Ça m'apparaît être une nécessité aujourd'hui. Alors bien sûr, lorsque nous débattions au CCNE de cela, d'aucuns ont dit mais c'est peut-être pas la question du vieillissement, c'est la question de la dénatalité qu'il faut résoudre. Il faut inciter, c'est ce qu'avait dit le président de la République, quel terme il avait employé, enfin, réarmer. Hein. On ne peut pas trouver un plus mauvais terme, me semble-t-il, pour ce sujet-là. Si on veut dissuader les gens de faire des enfants, il faut parler de guerre. Enfin, réarmer. Bien sûr qu'il faut réfléchir à tout cela, bien sûr qu'il faut engager plus qu'une réflexion en miroir du vieillissement, des causes de la dénatalité volontaire, c'est-à-dire des gens qui ne veulent plus avoir d'enfants, dans une ambiance qui est celle que vous connaissez, une ambiance morose. Mais quoi qu'il en soit, quand bien même la natalité réaugmenterait un peu, elle ne permettra pas de résoudre les problèmes qui vont être posés par le vieillissement dans le siècle qui vient. J'affirme parce que les démographes en qui j'ai confiance me le disent. Donc les questions que je pose, ou que je soulève plus exactement aujourd'hui, sont des questions qu'il faudrait soulever sans trop tarder. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant que ce soit les espaces éthiques qui investissent cette question-là. La dimension éthique ne se situe pas uniquement dans le champ de la santé, elle se trouve aussi dans le champ de la santé. J'ai essayé d'évoquer la nécessaire réforme du système de santé qui doit prendre en compte ce qu'il a lui-même engendré, la nécessaire introduction de l'éthique dans la pratique médicale, même. Faire au seul motif que l'on sait faire ne sert à rien, si faire, c'est faire souffrir. Donc savoir ne pas faire. Savoir ne pas faire en médecine est quelque chose d'extrêmement important. C'est probablement le plus difficile, de ne pas faire lorsque l'on sait faire. Mais qu'on trouve que faire serait source de plus de souffrance que de ne pas faire. Mais c'est une réforme de société. C'est une réforme de société au pluriel qui va interroger la question même de ce qu'on appelle la croissance au plan politique. Alors je ne suis pas venu vous dire je suis pour la décroissance. Je ne sais même pas tout cela. Je crois qu'un peu d'humilité ne nuit pas à la santé, hein, comme vous le savez. C'est même absolument nécessaire, me semble-t-il, pour appréhender la dimension abyssale des questions qu'on soulève. Mais je sais que si nous ne soulevons pas les questions, si nous ne les creusons pas, si nous n'en délibérerons pas, nous n'aurons pas de réponse aujourd'hui. On s'est beaucoup tourné dans notre société vers la médecine, pour tout ce qui est du vieillissement et de la fin de vie, par exemple. On a réussi à médicaliser tous ces enjeux-là, alors que ce sont des enjeux, je ne dis pas que la médecine n'a pas sa place, mais ce sont des enjeux sociaux, sociétaux. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que je commence à voir des sémaphores là, et je vous propose que dans le petit temps d'échange que nous aurons tout à l'heure, nous puissions échanger sur cela. J'espère que je vous ai perturbé. Je vous remercie.